Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de découvrir toutes les nouveautés de DxO Photolab 8. Ça promet! Avant de rentrer dans le vif du sujet de DxO Photolab 8, je vous invite sur mon site blog logiciels et formations sur lequel vous trouverez actuellement des promotions de rentrée sur les formations On One Photo, Capture One et DxO Photolab. DxO Photolab sera très prochainement mise à jour en version 8, donc si vous êtes déjà possesseur de cette formation, n'hésitez pas à vous connecter sur votre compte en ligne Dragon Street Photographie et vous pourrez télécharger la formation gratuitement puisque les mises à jour sont gratuites, avec les derniers articles sur les formations, ainsi que mon blog de nature et voyage sur lequel vous trouverez mes derniers articles sur la photographie, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonstreetphotographie.com. Sans plus attendre, passons à DxO Photolab 8. Voici donc DxO Photolab 8, pas de grande nouveauté en termes d'ergonomie, mais par contre nous avons un nouveau petit bouton ici en haut dans la barre d'outils, plus, qui permet d'afficher une loupe. Une loupe que l'on peut utiliser en deux tailles, avec ce petit bouton là, et on peut avoir une visualisation en 100%, jusqu'à 1600%. Ceci pourquoi? De façon à pouvoir visualiser votre image de manière agrandie, et de voir surtout toutes les corrections qui étaient appliquées, et notamment les nouvelles façons de dématricer votre image et les nouveaux traitements du bruit, puisque nous sommes passés maintenant en D' XD2S, qui est en fait une version améliorée encore de ce que nous avions sur XD2 sur DxO Pure Raw. Donc cela permet de voir exactement ce que nous allons avoir en sortie. Donc par exemple ici, pour les besoins de la vidéo, eh bien je peux passer à 200%, et vous voyez quand je passe un peu rapidement le traitement qui était effectué dans le ciel, où il y avait pas mal de bruit, puisque là je devais être à 2 ou 3000 ISO, je crois que j'étais à 2000 ISO, et puisque je n'étais pas sur un trépied ni rien, et en fait le rendu est quand même plutôt bon. Et donc là, on peut voir à 200%. Donc cela permet de voir aussi, donc comme je le disais, le dématrissage, permet de voir le traitement du bruit. Ici je suis en Prime, donc la nouveauté ici c'est Prime XD2S, donc qui est encore plus puissant. Alors c'était déjà extraordinaire en version XD, XD2 excellent sur DxO Pure Raw, mais XD2S, j'attends de voir sur les très hauts ISO. Je pense que je ferai une petite vidéo sur le sujet à part. Voilà, hors des nouveautés. Cette loupe nous permet aussi de visualiser la correction des aberrations chromatiques, la correction des vignettages, bien évidemment dans les angles, et aussi la correction du piqué de chacun de nos optiques, mais d'une manière spécifique selon les régions de l'image, et tout ceci grâce au module optique de DxO qui se télécharge et qui s'installe. Je vous laisse voir d'autres vidéos sur DxO Photolab que j'ai déjà faites sur le sujet, ou sur mon blog en ligne sur lequel je détaille beaucoup plus les modules optiques de DxO qui sont les seuls au monde à faire ça, de manière scientifique. Donc ça nous permet de visualiser toutes ces corrections qui sont, on va dire, rébarbatives à faire à la main, et que DxO propose de faire automatiquement, de façon à nous laisser seulement nous concentrer sur l'aspect créatif. Voilà, donc l'air de rien, cette petite outil change tout, et on n'a plus besoin d'avoir cette petite fenêtre que nous avions en dessous, ici le panneau de correction du bruit, où nous avions un tout petit panneau qui nous permettait de voir comment serait le rendu du bruit, mais maintenant cette grande loupe nous permet de voir exactement tout ce que nous allons avoir en sortie. Voilà, sans trop pomper les ressources de l'ordinateur. Voilà pour la première nouveauté, ainsi que D' XD2S. La seconde nouveauté la plus intéressante à mon sens est le masque de teinte que nous allons trouver maintenant dans l'onglet des ajustements locaux. Donc dans les ajustements locaux, là ici je vais l'activer, et comme vous pouvez le constater, nous avons tous les outils comme avant, mais nous avons maintenant un nouvel outil, au même titre que les masques de luminosité, et maintenant nous avons les masques de teinte. Quand nous cliquons dessus, nous pouvons activer le masque de teinte, et j'ai de suite une petite pipette, et par exemple si je souhaite
sélectionner mon ciel ici. Je vais sélectionner le bleu de mon ciel. Vous pouvez de suite voir la teinte rouge. Et vous avez ici un spectre de couleur qui apparaît. Et donc en ayant sélectionné mon bleu du ciel, j'ai donc le masque qui est apparu en rouge, que je peux changer comme la couleur ici. Par exemple, je peux le mettre en vert, vous pouvez le définir comme vous le souhaitez. Donc en rouge là c'était pas si mal par rapport au bleu. Et en fait, vous pouvez ajuster ici dans les petits triangles la plage de couleurs sélectionnée. Donc si j'écarte les petits triangles qui sont en haut, ça va me sélectionner des bleus un peu plus larges. Et en bas, je vais sélectionner plus ou moins une transition progressive. Voilà, il y a un petit temps de rafraîchissement. Et ensuite, ceci vous permet en fait d'appliquer tout un tas de réglages dessus. Par exemple, si je vais faire... Par exemple, si je souhaite ajouter un petit peu plus de bleu profond, ou un petit peu plus de jaune pour le rendre plus lumineux mais moins bleu, moins sombre, je peux aussi baisser la lumière des tons moyens par exemple de mon ciel, comme ceci, ou baisser entièrement son exposition, jouer sur le contraste, ou alors je peux utiliser ici la roue pour corriger carrément la couleur de mon ciel. Bon après, les goûts et les couleurs, à voir. Je peux bien évidemment aussi ajouter du flou ou de la netteté dans ma zone. Donc en fait, le masque de teinte vous permet exactement comme le masque des tonalités ou les masques de luminance d'ajuster tout type de couleur. Donc on peut ajuster bien évidemment, on peut mettre un masque de teinte sur chaque calque progressivement. Voilà, il est très simple et très intuitif. C'est quasiment le même fonctionnement en fait de la roue TSL, sauf qu'ici il a été mis pour plus de pratique dans les réglages locaux. Et j'avoue que j'aime bien cette présentation. Voilà, j'ai fait deux calques avec deux teintes sélectionnées différentes. Ici, le coucher de soleil et en bas, mon ciel. Et bien évidemment, ici, j'ai sélectionné le spectre bleu. Et ici, j'ai sélectionné, hop, il a dérapé, voilà, mon coucher de soleil, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si je trouve que les réglages ont été un peu violents, par exemple, mon bleu, il y a un petit peu une cassure ici, et puis mon ciel, mon soleil, mon coucher de soleil, je l'ai corrigé en ajoutant un petit peu plus de vibrance. Si je trouve que le ciel est un petit peu trop fort en bleu, je peux réduire l'opacité de mon calque, comme d'habitude. Comme ceci. Voilà. Après, je peux aussi corriger un petit peu plus progressivement mes ajustements, puisque si on fait des ajustements un petit peu plus violents, il faut toujours faire attention aux bordures. Voilà, avant, après. Voilà, ça c'était les masques de teinte dans les réglages locaux. Et nous avons maintenant, toujours dans la colorimétrie, une superbe nouveauté. La troisième grande nouveauté de cette version DxO Photolab 8, c'est le nouvel outil des courbes de ton. Nous avons maintenant la couche RVB générale, la couche rouge, vert et bleu, et la couche Luma ou de luminance qui nous permettra d'ajuster les tonalités sans toucher au contraste. Donc c'est un peu l'équivalent de RVB, sauf que le RVB, si par exemple je travaille ma courbe un petit peu en S comme on peut faire des fois des contrastes, j'ai beaucoup trop de saturation. Donc si je réinitialise avec la petite flèche ici, hop, juste le canal, si je veux réinitialiser tous les canaux, je vais faire tout réinitialiser ici. Et si je ne souhaite pas augmenter la saturation de mon image, mais simplement les tonalités et donner du contraste sans toucher à la saturation, je vais pouvoir jouer avec ma courbe Luma. Et j'avoue que cette courbe Luma, je l'utilise beaucoup dans d'autres logiciels ou comme dans Photoshop, puisque ça me permet d'ajuster la lumière et j'aime beaucoup travailler avec les courbes. Il y a quelque chose que je trouve beaucoup plus naturel avec les courbes, beaucoup plus fluide, et on a beaucoup moins tendance à faire des cassures sur les bordures. Et ce n'est pas tout concernant cet outil. Maintenant, nous avons donc la courbe des lumières, la courbe générale, RVB,
Et nous avons dans chacun des canaux rouge, vert et bleu, nous pouvons voir ici, par exemple, j'ai fait un petit ajustement du rouge de mon coucher de soleil. Ici, pareil pour la couche verte, où j'ai rajouté un petit soupçon de magenta. Et ici, dans les bleus, où j'ai augmenté un petit peu le bleu de mon ciel. Et en fait, nous avons maintenant une représentation graphique ici, en dessous de mon image, sous forme de pixels, donc bien évidemment des sombres jusqu'au clair, donc on voit que j'ai un grand pic de sombre qui correspond à tout l'avant-plan, les tons moyens ici, et une zone de pixels clairs qui doivent correspondre au soleil, et un petit peu dans cette zone ici de transition claire aussi. Voilà, donc ça nous permet de visuellement savoir où sont les points de départ et d'arrivée, et ça nous permet aussi de voir dans quel sens travailler notre courbe pour savoir si on souhaite rajouter ici, j'ai rajouté des tons chauds. Donc ici j'ai monté un petit peu ma courbe très légèrement, en fait, comme vous pouvez le voir. Donc les rouges qui correspondent donc à mon ciel, si je fais à mon soleil, voilà. Vous pouvez voir ici si je l'ajuste tout doucement. Donc c'est très réactif. Ici, dans le ton vert, j'ai enlevé un petit peu de vert au-dessus dans mes tons un peu clairs, donc pour ajouter un tout petit peu de magenta ici et renforcer un petit peu mon ciel. Et après, dans les bleus, j'ai été, comme vous pouvez le constater ici, voilà, si je l'ajuste un petit peu, voilà, là je crée un peu une arête parce que je casse un peu ma courbe. C'est ce que je disais en termes de fluidité tout à l'heure, quand on travaille la courbe comme si on garde une courbe on va dire sans trop de cassure, on n'a pas de cassure dans son image non plus. Je trouve que personnellement j'aime bien travailler avec. Voilà, et donc là ici j'ai rajouté un tout petit peu de bleu, et ça permet donc de voir avant, après ma courbe. Donc comme vous pouvez le constater, les changements sont quand même un peu visuels, majeurs. Voilà, et pour faire encore mieux et plus pratique, pour savoir quel point ajuster ici sur la courbe, par exemple si je prends ma courbe Luma, eh bien je peux prendre ici le petit outil qui va me permettre, avec toujours une petite pipette, par exemple je veux travailler mon reflet ici, vous voyez, regardez ici ma courbe, donc Luma dans la courbe jaune qui est là, quand je clique ici, donc je suis plutôt en bas, donc je peux cliquer ici sur mon reflet, et si je veux augmenter la lumière de mon reflet sans toucher entre les deux, je vais mettre un autre point ici, et je vais pouvoir augmenter la lumière de mon reflet, ou le baisser. Donc là, je suis en plein sur mon océan. Donc en fait, quand on regarde, j'ai un petit peu mon ciel qui est pris, mais c'est déjà assez sélectif. Voilà. Et si je souhaite limiter en bas, je peux tout à fait redescendre un petit peu en mettant un autre point de verrouillage. Voilà. Et ici, nous n'avons plus qu'ensuite à créer un pré-réglage si on le souhaite, par exemple, donc en enregistrant un canal tout seul ou l'ensemble des canaux. Et puis on va mettre des mots vidéo, par exemple. Voilà. Et maintenant, j'ai des mots vidéo qui est enregistré. Sinon, ici, on a déjà des contrastes préprogrammés dans DxO Photolab 8. Voilà. Donc, encore une petite amélioration que nous avons dans cet outil, ce sont la glissière des gammas. Maintenant, quel que soit le canal sur lequel vous travaillez, vous pouvez ajuster les gammas. Donc ici, je les avais descendus un tout petit peu. Donc en fait, les gammas, ça va ajuster un petit peu la courbe dans les tons moyens. Et on peut le faire, bien évidemment, ici aussi. Donc tous les canaux. Si je prends mon canal Luma, voilà, l'ensemble de ma courbe va être augmenté ou un peu réduite. Voilà. Et préalablement, on avait les gammas qui étaient ici au milieu, avant, et qu'on pouvait donc régler ou ajuster. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le constater, vous avez les valeurs d'entrée et de sortie des différents points que vous avez utilisés. Donc là, par exemple, j'ai les gammas de mes points, et j'ai les entrées et les sorties. Voilà. Donc ça permet d'ajuster éventuellement la courbe via une glissière, qui peut parfois être bien pratique. Alors, le quatrième point, qui est une amélioration générale, on va dire, du workflow, c'est, vous l'avez peut-être déjà deviné, pour ceux qui utilisent beaucoup la courbe des tons, c'est que ici, quand je passe ma souris au-dessus, on a une visualisation directe sur l'écran. Maintenant, cette capacité de visualisation, on peut le voir dans tous les listes déroulantes. Par exemple ici, quand je passe au-dessus,
Voilà, nous pourrons le voir. Et quand on va choisir un film aussi, on peut voir directement s'afficher le film et donc démarrer avec une forme de preset filmique préalablement. De même que dans les luttes, ce qui permet de voir beaucoup plus rapidement les choses et de faire un choix efficacement. Voilà. Donc c'est très pratique, beaucoup plus rapide. Je crois bien que ça faisait bien longtemps que beaucoup d'entre nous attendions ça. Donc ça c'est valable dans tous les... donc on l'a dans la courbe des tons, nous l'avons ici aussi dans les rendus de couleurs, nous l'avons dans les luttes, nous l'avons quasiment un petit peu partout. Voilà, dans le balance des blancs. C'est quand même un petit peu plus pratique plutôt que d'être obligé d'appliquer et de réappliquer ou de revenir en marche arrière. Beaucoup plus pratique. Ce qui sous-entend que le logiciel a pris en capacité de rapidité de travail. Une autre petite amélioration d'ergonomie dans le workflow que nous avons maintenant, c'est dans le module de comparaison ici. On peut voir avant-après, ça c'était relativement connu, mais maintenant je peux définir cette image comme image de référence. Et si je souhaite aller me balader dans une autre image pour pouvoir les faire coïncider, par exemple prendre celle-ci et créer une suite cohérente, eh bien je vais pouvoir la garder en référence et continuer à développer l'image à côté, comme ceci, et de façon à pouvoir l'éditer et créer une harmonie entre les deux images. Voilà, donc c'est assez bienvenu comme façon de travailler et de pouvoir les comparer aussi côte à côte zoomé. Voilà, ça c'est relativement pratique. Moi, ça me plaît. Voilà, nous avons fait le tour des nouveautés dans DxO Photolab 8. Peut-être une précision avant de nous quitter sur ces nouveautés, c'est que comme la dématrissage a été complètement revu avec le traitement du bruit, bien évidemment, les modules optiques ont reçu aussi des améliorations en termes de qualité de piqué et de correction des optiques, où nous allons trouver un meilleur piqué et beaucoup moins d'halos ou de petits artefacts qu'on pouvait parfois trouver sur les images, qui nous obligeaient parfois à diminuer un petit peu l'impact des modules. Mais maintenant, nous n'avons plus du tout d'artefacts ou de bizarreries ou de halos sur nos images. Voilà, donc ça se perfectionne au maximum. Voilà toutes les nouveautés de DxO Photolab 8. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Dragon Street Photographie. Bye bye YouTube.